Très bien. Bon, bah écoutez, on m'a demandé de vous présenter la recherche médicale et puis d'aborder finalement deux aspects de cette recherche médicale. D'abord les aspects de traitement et puis ensuite les aspects de biomarqueurs. Alors, je vais commencer par les aspects de biomarqueurs je vais essayer j'essaye de me projeter dans l'avenir, dans un avenir proche ou dans un avenir plus lointain, et voir finalement quels pourraient être finalement les éléments de diagnostic et de traitement que nous pourrions utiliser à court ou moyen terme. Alors, le diagnostic actuellement, je vous le rappelle, il est effectivement essentiellement clinique. C'est-à-dire qu'actuellement, pour faire un diagnostic de maladie à corps de Lévy, eh bien, c'est essentiellement avec la clinique qu'on va pouvoir faire ce diagnostic. Et je pense que c'est important de le rappeler, parce que ça n'est pas avec le DaTscan, ça n'est pas avec la scintigraphie OMIBG, ça n'est pas avec, etc., qu'on pose le diagnostic de maladie à corps de Lévy. C'est avant tout avec des éléments cliniques, c'est-à-dire c'est un médecin qui échange, qui examine son patient, qui est aidé par orthophoniste, neuropsychologue ou d'autres personnes et d'autres équipes qui, au bout du compte, va dire bah oui, j'ai en face de moi un patient qui a bien une maladie à corps de Lévy. Et donc, vous savez qu'il y a les fluctuations, les hallucinations, les troubles du comportement en sommeil paradoxal, parfois le syndrome parkinsonien, mais surtout des troubles cognitifs. Il peut y avoir aussi des éléments donc de biomarqueurs, mais ces éléments de biomarqueurs ne sont là que finalement pour apporter un élément supplémentaire. Il faut d'abord qu'il y ait de la clinique. Alors, il peut y avoir le DaTscan, mais vous voyez que sa sensibilité est quand même assez partielle, puisqu'elle n'est que de 78%. Olivier Bouzier, je vous disais tout à l'heure qu'il faut qu'il y ait au moins 80% de sensibilité. Idéalement, c'est 95% de sensibilité pour ne pas rater des patients atteints de maladie à corps de Lévy. Et ce sur quoi j'insiste avec mes collègues dans la maladie à corps de Lévy, c'est finalement de bien regarder ces DaTscan, parce que parfois, ils sont considérés comme normaux. Celui-ci était considéré comme normal. Vous voyez qu'il y a une belle virgule à droite, mais de ce côté-là, du côté gauche, la virgule n'est pas complète, et en réalité, il est anormal, et c'est bien un patient qui est atteint de maladie à corps de Lévy. Et quand on regarde le stade prodromal, eh bien, ce DaTscan est très peu utile. En fait, très peu utile. Sa sensibilité n'est que de 54%. Ça veut dire qu'on rate 46% des patients. Donc, on tire pile ou face et c'est la même chose. Donc, le DaTscan au stade prodromal n'est pas utile. Pareil pour la scintigraphie OMIBG, qui, au stade prodromal, est encore moins utile puisqu'on rate 58% des patients, puisque ça n'a une sensibilité que de 42%. Alors, quand on regarde globalement l'ensemble de ces biomarqueurs d'imagerie actuels, eh bien, finalement, on est souvent déçu. On est souvent déçu parce que, même au stade de maladie avec troubles neurocognitifs importants, la plupart du temps, la sensibilité est insuffisante. Ça veut dire que, finalement, on rate souvent des patients si on n'utilise que l'imagerie. Et donc, j'insiste sur le fait qu'il faut avant tout utiliser la clinique. Ça, c'est actuellement. Alors, le diagnostic demain, on en a déjà un petit peu parlé ensemble, mais avec différentes présentations, mais je crois qu'il faut insister sur certains points. Le premier point, c'est la clinique, et vous voyez, j'y reviens, parce qu'on est dans une société très, très technophile, on est tous sur nos smartphones, on aime bien faire des prises de sang pour regarder ce qui se passe, mais je dirais qu'encore une fois, c'est la clinique qui est importante, et ici, ce qu'on appelle des hallucinations mineures ou des préhallucinations sont des éléments qui sont probablement importants dans la maladie à corps de Lévy, insuffisamment utilisés puisqu'ils ne sont pas dans les critères. Et je parie que dans les années à venir, nous dirons que la sensation de présence ou bien la sensation de passage ou l'illusion visuelle feront critère aussi pour la maladie à corps de Lévy, ce qui nous permettra de détecter les patients plus tôt. Deuxième élément, c'est que, à vrai dire, il y a aussi d'autres types d'hallucinations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les hallucinations visuelles, il y a aussi des éléments d'hallucinations auditives, d'hallucinations olfactives, etc. Et il est possible, là aussi, que ça puisse faire critère un jour. C'est-à-dire qu'on puisse dire, mais finalement, toutes les hallucinations peuvent être en faveur de la maladie à corps de Lévy, à condition, évidemment, d'être bien clair là-dessus. Ça, c'était pour la clinique. Pour le diagnostic biologique, je crois que, Olivier Bouzier, je vous en ai un petit peu parlé,
l'équipe de jeunes qui est allée à Newcastle vous en a parlé aussi. Je pense que si tout va bien, nous aurons la possibilité d'avoir accès à un diagnostic plus fiable grâce à la RT Quick Synucléine, que Olivier Bouzige vous a détaillé, et ça peut-être dès l'année prochaine, ce qui va être, je pense, une avancée assez importante. Mais il va falloir vraiment qu'on démontre qu'on ne rate pas des patients. Vous voyez ce que je veux dire? Alors on en ratera un petit peu, mais il ne faut pas qu'on en rate de trop. Et alors, qu'est-ce qu'on dirait de trop? Je pense qu'il ne faut pas qu'on rate plus de 10% des patients. Il faut qu'on ait au moins une sensibilité à plus de 90%. Bon, ça s'arrête là. Non, il y a d'autres il y a d'autres diapositives. On va rectifier. Il y a une petite erreur. Alors, sur la suite, en fait, je vous parlais de la suite du diagnostic. Et sur la suite du diagnostic, je voulais vous montrer une diapositive d'un PET à la synucléine. Alors, le PET à la synucléine, on en parlait un petit peu ce matin avec notre collègue belge. Il y a quand même eu un PET, enfin, il y a une équipe qui a réussi à faire du PET à la synucléine, mais ce PET à la synucléine qui a été développé, qui a été montré au dernier congrès qui s'appelle Alzheimer's Disease, Parkinson's Disease, qui s'appelle ADPD, montrait en réalité un PET synucléine qui était positif dans l'atrophie multisystématisée. Il y a 3 maladies principalement, il y en a d'autres, mais 3 maladies principalement qui accumulent de la synucléine: la maladie à corps de Lévy, la maladie de Parkinson et l'atrophie multisystématisée. Eh bien, il se trouve que les collègues ont montré des résultats où ils parvenaient à faire un PET à la synucléine. Hop, merci beaucoup. Voilà, le PET à la synucléine, on y est. Donc un PET à la synucléine avec, si vous voulez, des résultats qui étaient intéressants, puisque vous voyez, on voit en rouge ici dans le tronc cérébral et au niveau des pédoncules cérébelleux, une augmentation du captage. Mais quand on regarde les résultats, au niveau de la comparaison des groupes, eh bien, ça, c'est l'atrophie multisystématisée. Là, c'est les sujets atteints de maladie de Parkinson. Là, c'est les sujets atteints de maladie à corps de Lévy. Et là, c'est les sujets contrôle. Donc, en fait, ce PET à la synucléine, le premier, moi, c'est les premières images que je vois de cela, permet peut-être de faire le diagnostic d'atrophie multisystématisée, mais ne permet pas de faire le diagnostic de maladie à corps de Lévy ou de maladie de Parkinson. Mais c'est une première piste qui me semble très importante, et j'espère que nous aurons la suite avec un PET synucléine qui sera dédié à la maladie à corps de Lévy. Alors maintenant qu'on a passé sur les questions d'avenir pour les biomarqueurs, avec donc essentiellement la clinique, le RT Quick et peut-être un jour le PET synucléine, le traitement aujourd'hui. Alors le traitement aujourd'hui, on en parle souvent, mais essentiellement des traitements pour les troubles cognitifs et les fluctuations, ainsi que les hallucinations, c'est la rivastigmine ou le donépézil. La clozapine est probablement une des molécules neuroleptiques qui est les mieux supportées, mais encore une fois, à toute petite dose, un quart de comprimé de 25, et parfois certains patients ne le supportent pas. Petite dose de lévodopa, ça c'est pour le syndrome parkinsonien de la maladie à corps de Lévy, et la mélatonine pour les troubles du comportement en sommeil paradoxal. Alors le traitement demain, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourra peut-être proposer comme traitement aux patients atteints de maladie à corps de Lévy? Je pense que là où il faut se positionner, c'est d'abord sur le traitement des lésions. Et je crois que ça, c'est vraiment très important que nous nous interrogions collectivement sur comment traiter les lésions de la maladie à corps de Lévy. Et dans la maladie à corps de Lévy, vous avez 3 types d'anomalies. Je commence par le premier type d'anomalie, qui sont les anomalies à type d'inflammation. Et cette inflammation que vous voyez là, qui sont ces cellules qui sont activées, c'est-à-dire qui sont finalement très dynamiques, qui sont la microglie ou les cellules microgliales. Elles sont fréquentes dans la maladie à corps de Lévy et elles sont probablement à la fois une solution et un problème. Quand est-ce qu'elles sont une solution? Quand est-ce qu'elles sont un problème? On n'en sait rien. Mais toujours est-il que la part inflammatoire de la maladie à corps de Lévy ne doit pas être négligée, comme elle est d'ailleurs présente dans les autres maladies neuroévolutives. On en parlait d'ailleurs ce matin. Et quand on regarde ce qui se passe dans la maladie d'Alzheimer, là aussi où il y a de l'activité microgliale, là aussi où il y a de l'inflammation, eh bien on se rend compte que des collègues ont osé beaucoup, c'est-à-dire qu'ils ont osé de faire ce qu'on appelle des échanges plasmatiques dans la maladie d'Alzheimer. Alors je résume, on fait sortir votre sang en partie, un peu comme un don de sang, on fait centrifuger votre sang, on récupère la partie inflammatoire et on réinjecte le sang sans l'inflammation. Et donc ils ont fait la même chose pour des patients. Dans un cas, ils réinjectaient le sang en entier, et dans l'autre cas, ils injectaient le sang sans l'inflammation.
Et ce dont on se rend compte chez ces patients atteints de maladie d'Alzheimer, avec donc ces échanges plasmatiques, eh bien, c'est que les patients atteints de maladie d'Alzheimer qui avaient été traités par échange plasmatique baissaient beaucoup moins que les patients atteints de maladie d'Alzheimer sans les échanges plasmatiques. Ça fonctionnait pour les aspects fonctionnels, c'est-à-dire le quotidien du patient, ce qu'on appelle la DCS-ADL. Ça n'atteignait pas complètement le seuil statistique, mais on voit qu'une différence se dessine quand il s'agissait des aspects cognitifs. Donc là, c'est comme une sorte de preuve de concept, je trouve. C'est un peu grossier, c'est-à-dire on enlève tout ce qui est inflammatoire dans le sang, mais c'est intéressant puisque finalement, on a l'impression qu'il y a une différence entre les patients qui prennent ou qui ne prennent pas ce type de traitement, mais c'est un traitement très lourd, vous l'avez compris, et qu'ils répétaient très très régulièrement. La deuxième anomalie, évidemment, c'est les corps de Lévy. Ce sont les corps de Lévy, et les corps de Lévy, on aimerait bien pouvoir agir dessus, et la question, c'est comment agir sur, finalement, ces corps de Lévy. Alors, un modèle un peu identique sur les corps de Lévy, avec néanmoins une conformation des lésions différentes qui est celui de la maladie de Parkinson. Et actuellement, il y a des essais de phase 2 et demain probablement de phase 3 dans la maladie de Parkinson avec des anticorps anti-synucléine, c'est-à-dire qu'on injecte des anticorps contre la synucléine qui seraient finalement ces corps de Lévy. Et finalement, la phase 2 n'a pas donné de résultats on va dire convaincant, je dirais, même s'il y avait, en regardant les sous-analyses de sous-analyses, peut-être des éléments intéressants, et on va attendre les résultats de phase 3. Mais si demain, je dis bien si demain, d'aventure, il y avait un effet positif de ces anticorps contre la synucléine, eh bien peut-être que ce serait intéressant de les tester dans la maladie à corps de Lévy. L'autre anomalie, et finalement c'est revenu souvent dans les présentations aujourd'hui, c'est finalement l'amyloïdopathie. C'est-à-dire que dans la maladie à corps de Lévy, on a très fréquemment une amyloïdopathie qui s'installe. Qu'est-ce que c'est que l'amyloïdopathie? C'est finalement une protéine anormale aussi, comme la synucléine, donc l'amyloïde, qui va s'installer chez une proportion non négligeable de patients. Alors, si on regarde par exemple cette étude de Ovlet et collaborateurs dans Brain Pathology, vous avez ici des patients atteints de maladie d'Alzheimer qui ont, au plus c'est haut, au plus c'est sévère, donc de nombreuses lésions amyloïdes à type de plaques, et on appelle ça des plaques amyloïdes, mais aussi de nombreuses tangles, ce qu'on appelle des dégénérescences neurofibrillaires. Par contre, peu de synucléopathie, c'est-à-dire peu de corps de Lévy. Quand on regarde les patients atteints de maladie à corps de Lévy, eh bien on se rend compte qu'il y a quand même d'assez nombreuses aussi lésions amyloïdes, moins nombreux la tauopathie, donc les dégénérescences neurofibrillaires, et très nombreuses la synucléopathie, c'est-à-dire finalement les corps de Lévy. Donc finalement, la maladie à corps de Lévy, c'est une maladie qui est plus complexe et qui aurait peut-être besoin, qui sait, de cette amyloïdopathie pour finalement avancer, c'est-à-dire avancer dans le mauvais sens, c'est-à-dire s'aggraver. Et effectivement, Olivier Bouzif, je vous ai montré tout à l'heure que beaucoup de patients atteints de maladie à corps de Lévy, c'est ici, ont une amyloïdopathie, donc c'est-à-dire dès que c'est gris ou un peu foncé, là c'est les patients atteints de maladie à corps de Lévy à un stade de trouble neurocognitif important, au-dessus à un stade prodromal, vous avez à peu près la moitié des patients qui ont des anomalies, et une grande part qui sont des anomalies de type amyloïdopathie. Et ça, c'est des résultats que j'ai pu présenter au congrès de Newcastle et que je vous présente ici, qui ne sont pas encore publiés, où finalement on s'est intéressé aux patients atteints de maladie à corps de Lévy sans contexte amyloïde et aux patients atteints de maladie à corps de Lévy avec un contexte amyloïde. Et ce qu'on voit, c'est que chez les patients qui ont aussi un contexte amyloïde, la baisse se fait nettement au bout de 8 ans, 5 à 8 ans, alors qu'ils sont au départ à un stade prodromal, tandis que chez les autres, il y a finalement moins de baisse et finalement très peu de baisse sans cette amyloïdopathie. Ça a été montré précédemment aussi dans une autre étude qu'on avait faite où on montrait que finalement l'association, cette fois-ci, non pas d'une amyloïdopathie, mais d'une maladie d'Alzheimer et une maladie à corps de Lévy, ça baissait beaucoup. Et ça a été montré par différentes équipes dans différentes situations où dès qu'il y a de l'amyloïdopathie, il y a une baisse plus importante pour les patients atteints de maladie à corps de Lévy. Alors, là, on doit s'interroger parce qu'il ne faut pas négliger ce qui se passe ailleurs. Je vous parlais de ce qui se passait dans la maladie de Parkinson avec les anticorps anti-synucléine contre finalement les corps de Lévy. Là, je vous parle de la maladie d'Alzheimer avec finalement l'existence d'anticorps anti-A-bêta, c'est-à-dire des anticorps anti-amyloïdes,
qui ont pour la première fois montré une efficacité dans une étude de phase 3 avec un médicament qu'on appelle le lecanemab, qui est un médicament du laboratoire Eisai, où quand le petit carré est du bon côté, c'est-à-dire du côté gauche en faveur du médicament, ça montre qu'il y a une efficacité ici sur les troubles cognitifs et fonctionnels. Et on pourrait tout à fait s'interroger, et je pense qu'il faut qu'on s'interroge légitimement sur le fait qu'on puisse utiliser demain, si ce médicament arrive un jour sur le marché, ou au moins qu'on le teste, ce type de médicament dans la maladie à corps de Lévy, en tout cas dans la maladie à corps de Lévy, chez des patients qui auraient aussi une amyloïdopathie. Alors vous allez me dire, mais comment on pourrait détecter cette amyloïdopathie ? La détecter soit par la ponction lombaire avec une baisse de la bêta-42, comme vous montrez Olivier Bouzige, ou bien avec le PET amyloïde, comme le montrait notre collègue belge avec le PET amyloïde. Donc vous voyez que là, il y a un enjeu, je pense, de réflexion commune sur où est-ce qu'il faut qu'on aille et où est-ce qu'il faut qu'on investisse notre énergie. Notamment, je pense que ce type de questionnement doit être fait sur l'amyloïdopathie dans la maladie à corps de Lévy, puisque là, il semble y avoir un intérêt sur l'amyloïdopathie dans la maladie d'Alzheimer. Voilà, l'efficacité biologique a été bien montrée et l'efficacité clinique, je vous l'ai montré juste avant. Donc le traitement par lecanemab, qui agit sur les lésions amyloïdes, semble-t-il, ne serait-il pas intéressant dans la maladie à corps de Lévy avec lésions amyloïdes ? Je crois que c'est une vraie question, il faut vraiment qu'on se la pose. Et finalement, est-ce qu'on pourrait imaginer un traitement fonctionnel de la maladie à corps de Lévy, c'est-à-dire un traitement non pas sur les lésions, mais sur les aspects plus de fonctionnement neuronal. Alors, on a parlé de la stimulation magnétique transcrânienne. On est en train d'y travailler. On a des patients qui ont commencé à être inclus dans le protocole. La suite, c'est grâce à Sylvie, qui est dans la salle, je pense, Seré von Zeppelin, nous avons des contacts avec l'équipe de Grenoble de Clinatech pour tester la photobiomodulation dans la maladie à corps de Lévy. Et c'est Elena Chabran qui va prendre la main sur cette affaire. Et je crois que ce serait vraiment important qu'on puisse agir finalement pour réactiver une partie des neurones ou réactiver certains neurones qu'on va repérer préalablement. Dernière question, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir ce qu'on appelle un traitement disease modifier, et là on vous en a déjà parlé, mais ça sera rediscuté dans la présentation qui suit, ce traitement disease modifier qui est le neflamapimod. Neflamapimod finalement, qui aurait une action sur plusieurs éléments de façon simultanée, à la fois sur l'amyloïdopathie, pourquoi pas, à la fois sur la synucléopathie, et enfin pourquoi pas sur l'inflammation. L'essai qui a été publié là, dans la maladie à corps de Lévy, comme vous l'a montré Agathe Vrion, bien, était en faveur effectivement d'une efficacité sur un certain nombre de points, notamment cognitivo-fonctionnels, mais aussi au niveau physique. Voilà, donc je crois que pour demain, la voie qu'on peut se tracer pour, au bout du compte, améliorer les choses dans la maladie à corps de Lévy, au-delà du quotidien, c'est une meilleure connaissance des symptômes, parce que je crois qu'on n'est pas encore au bout de cette connaissance des symptômes. Très récemment, on a montré que la photophobie était aussi un symptôme de maladie à corps de Lévy, c'est-à-dire la gêne à la lumière. Un nouveau biomarqueur bientôt pour la maladie à corps de Lévy, que j'espère qu'on pourra utiliser dans le quotidien d'ici peut-être 1 an ou 2, mais qu'on pourra déjà utiliser de façon régulière avant, et on peut le souhaiter en tout cas, donc dans la ponction lombaire. Le PET synucléine, un jour peut-être, on le souhaite, et puis des traitements avec de belles perspectives, la RTMS, la photobiomodulation peut-être, le neflamapimod peut-être, et surtout, finalement, traiter l'amyloïdopathie qui semble être responsable de la baisse cognitive chez de nombreux patients. Donc est-ce que c'est pas là qu'il faut qu'on agisse aussi, et on aurait un traitement à ce moment-là, et le traitement, pourquoi pas, de l'inflammation et des corps de Lévy un jour, mais là, on n'y est pas complètement. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Frédéric pour cette très belle présentation qui prolonge et ouvre tout le dynamisme qui a été illustré par les nombreuses communications depuis ce matin. Est-ce qu'il y a quelques... Est-ce que peut-être on fait passer Sylvie Grégoire qui est enregistrée Ok. Et après, on aborde les questions de façon globale, si vous êtes d'accord. Vincent, je ne sais pas. Très bien, ça arrive. Bonjour à tous, mon nom est Sylvie Grégoire et je suis docteur en pharmacie.
et cofondatrice et présidente du conseil d'administration de EIP Pharma. Je suis désolée de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui. J'aurais bien aimé être là, mais je vais essayer quand même aujourd'hui de vous parler de notre projet d'étude sur le neflamapimod, une étude que l'on passe en phase 2B et je vais vous expliquer un peu où on en est. Cette société a été fondée en 2014 et on est situé à Boston avec mon cofondateur John Allam. Et je voulais vous dire que je parle français parce que je suis québécoise, mais que vous allez devoir m'excuser mes anglicismes tout au long de la présentation parce que, ayant passé ma carrière dans l'industrie du médicament, c'est une industrie où la langue principale est bien sûr l'anglais. Donc, qu'est-ce que EIP Pharma? Eh bien, c'est une société qui a qui propose une approche différenciée pour le traitement des maladies neurologiques dégénératives. Je vous dirai dans quelques instants ce qu'on veut dire par une approche différenciée, parce que c'est important pour ce produit et ce qu'on fait ici chez EIP Pharma. Donc, la maladie des corps de Lévy, pour nous, c'est la première indication et c'est celle qui est le plus avancée dans le développement du médicament. L'équipe qu'on a constituée est une équipe de membres qui ont toute une longue expérience en industrie, comme moi et John, qui ont plus de 30 ans. Et on a déjà mené à bien des produits jusqu'à la commercialisation. On espère pouvoir faire la même chose ici. La possibilité de développer le neflamapimod pour d'autres maladies neurologiques est présente et je vous expliquerai un peu pourquoi par rapport à son mécanisme d'action tout à l'heure. Je vous disais que j'allais vous parler de la prochaine étude qui va commencer au début de 2023, qui est une étude de phase 2B. Je vous en donnerai les grandes lignes. Et si, en principe, cette étude commence au début de 2023, on devrait avoir les résultats de cette étude soit mi ou à la fin de 2024 pour que ça vous donne une petite idée du temps que ça prend. Alors là, vous avez à droite un schéma du cerveau. Et les mentions sont en anglais, mais ça n'a pas d'importance. Et je vous donne ce schéma pour pouvoir vous expliquer comment et où agit le neflamapimod. Alors donc, les troubles de la mémoire, comme vous savez, viennent plutôt de l'hippocampe, qui est la structure un peu en haut à droite du cercle rouge que vous avez. Et les troubles de mémoire sont plutôt associés à la maladie d'Alzheimer qu'à la maladie des corps de Lévy, comme vous savez. Mais les neurones qui sont situés, qui sont des neurones cholinergiques du cerveau basal antérieur, ce qui est entouré en rouge, la portion du cerveau qui est entourée en rouge, ces neurones sont importants dans la maladie des corps de Lévy. Ce sont des neurones qui, quand ils sont malades, rendent les troubles cognitifs tels que l'attention ou l'organisation, et aussi sont associés à la capacité de marcher et de l'équilibre. Donc, ces neurones étant ceux qui deviennent malades dans la maladie des corps de Lévy, il est important de trouver des médicaments qui vraiment agissent sur ces neurones en particulier. Donc, ces neurones sont aussi associés à la maladie d'Alzheimer au début, à la récupération. Ils sont importants de rester, leur fonction est importante pour la récupération après un accident vasculaire cérébral. Et ce sont aussi les neurones qui sont affectés dans la maladie de Parkinson pour l'équilibre, la démarche et la démence même de associée à cette maladie. Donc là, je vous ai parlé des neurones sur lesquels neflamapimod agit. Maintenant, je vais vous parler un peu du mécanisme d'action. Encore une fois, à droite, il y a un schéma qui est un peu en anglais, mais c'est pas important pour ce que j'essaie de vous dire concernant le mécanisme d'action. D'abord, pour une société pharmaceutique, pour développer un produit dans des maladies neurologiques, il faut que le produit passe la barrière hémato-encéphalique. Le corps est bien fait, c'est-à-dire il y a cette barrière où la plupart des médicaments ne passent pas ou vont pas au cerveau, ce qui est bien parce que la plupart des maladies sont plutôt périphériques dans le corps. Et donc, il fallait d'abord, nous, trouver un produit qui passe cette barrière hémato-encéphalique.
Et une fois là, dans le cerveau, le produit doit aussi s'infiltrer à l'intérieur des cellules puisque la maladie des neurones est une maladie interne aux neurones et donc il faut rentrer à l'intérieur. Donc, ces caractéristiques du produit étaient particulières pour le neflamapimod et ça nous a permis de penser que ce médicament serait utile. Alors, à droite, vous avez ce schéma. Il y a plusieurs facteurs que vous connaissez ou pas, qui sont importants pour la nocivité des neurones, en fait, qui sont des facteurs agressifs sur les neurones et qui font que les neurones se dégénèrent. Mais peu importe quels sont ces facteurs, qu'ils viennent de l'amyloïde bêta ou de l'alpha-synucléine, il y a un tronc commun qui est l'élévation d'une protéine ou d'un facteur qui s'appelle le RAB5, qui est à l'intérieur de cellules. Alors, le neflamapimod pénètre la cellule, bloque une enzyme qui s'appelle le MAPP38-alpha et réduit la production de RAB5 et de par là restaure la fonction synaptique et empêche la dégénération des neurones. Donc, voilà le mécanisme d'action du neflamapimod. Et je vous disais au début, pourquoi est-ce important d'avoir un mécanisme différencié comme ça qui répare la fonction synaptique? Je vais vous illustrer ici dans ce prochain schéma. Donc, à gauche, vous avez une flèche montante qui représente le degré de la fonction cognitive d'un patient et en bas à droite, la flèche représente le temps. Donc, la flèche noire ici, donc, représente dans une maladie qui n'est pas traitée, la progression de la maladie, c'est-à-dire que la diminution de la fonction cognitive avec le temps. Donc, si on utilise un médicament qui ralentit la progression de la maladie, cette flèche rouge-orange représente ce que l'on verrait avec le temps, c'est-à-dire c'est déjà pas mal, on réduit la grandeur de la réduction de la fonction cognitive, c'est-à-dire que la fonction cognitive se progresse moins rapidement. Avec un produit ou un médicament qui non seulement ralentit la progression, mais répare la fonction cognitive ou rétablit la fonction cognitive, ce qu'on peut voir, c'est d'abord une amélioration des symptômes. Et donc, le patient, sa fonction cognitive s'améliore au début et ensuite, il y a une réduction de la progression de la maladie, ce qui est plus intéressant qu'un médicament qui ne ralentirait que la progression de la maladie. Donc, c'est le neflamapimod, on espère a les caractéristiques de pouvoir faire ce qui est écrit ce qui est dans la ligne grise, c'est-à-dire rétablir la fonction synaptique et ralentir la progression. Voilà. Alors, nous avons déjà des résultats avec le neflamapimod qui nous permet de penser que la phase 2B sera positive et ce sont des résultats d'une étude de phase 2A. Qu'est-ce qu'on a vu dans cette étude? C'était des patients aussi avec la maladie des corps de Lévy. L'étude a duré 16 semaines. Elle était contrôlée avec un placebo et on a vu que le traitement était bien toléré, que la dose optimale était de 40 mg 3 fois par jour qui est prise avec les repas. Et on a observé, le patient lui-même, une amélioration de la fonction cognitive, particulièrement de l'attention, avec une batterie de tests neuropsychologiques dont je vais parler dans la prochaine page. On a vu aussi une amélioration de la fonction cognitive globale, c'est-à-dire un test qui mesure la fonction cognitive, mais chez les patients, mesuré par pas le patient, mais son aidant ou le médecin. On a aussi vu une amélioration de la capacité à se mobiliser et à marcher. Et donc, c'est une observation qu'on n'avait pas pensé voir, en fait, avec ce médicament. Donc, c'est très important, je pense, aussi pour les patients. Et ce qu'on a finalement aussi observé, c'est que ces patients, les patients qui répondent le mieux à ce traitement, ce sont les patients qui ont la maladie seule, c'est-à-dire sans présence de biomarqueurs élevés de la maladie d'Alzheimer et donc qui n'ont pas un mix de maladies des corps de Lévy et de maladies d'Alzheimer.
Et là, ici, j'ai pensé vous parler, cette diapo elle est plutôt en anglais, mais c'est pas important, je vais vous parler des boîtes en particulier parce que j'ai pensé que ce serait peut-être intéressant pour vous de comprendre comment on mesure l'efficacité d'un médicament dans une étude clinique. D'abord, on a dans la boîte à gauche les tests neuropsychologiques qui sont cette batterie de tests standards qu'on utilise, mais qui sont spécifiques à la maladie des corps de Lévy. Et ça, ce sont des tests que le patient fait lui-même, c'est-à-dire que soit sur un ordinateur ou sur un papier, le patient fait les tests cognitifs lui-même. La boîte du milieu représente une série ou un test que l'on fait qui s'appelle le CDR-SB, qui est très connu et validé. Et là, c'est le tiers, c'est le médecin ou l'aidant qui contribue à évaluer le patient et sa fonction cognitive. Et finalement, à droite, on a le Timed Up and Go test, qui est un test de fonction motrice, c'est-à-dire le patient se lève, fait le tour d'un cône et revient, et on mesure combien de temps ça prend pour faire ce test. Donc, ces tests, ce sont ceux qu'on utilise pour voir la fonction ou l'effet global du neflamapimod dans la maladie des corps de Lévy. Et comme je vous ai dit, en phase 2A, on a vu une amélioration de tous ces tests. Et en phase 2B, ce sera les mêmes tests qu'on va utiliser. L'étude sera plus grande, il y aura un plus grand nombre de patients, 160 patients, et avec une étude encore qui durera 2 semaines avec le contrôle placebo. Mais il y aura une phase d'extension de 8 mois, c'est-à-dire qu'après les 16 semaines, tout le monde passera au traitement actif de neflamapimod. Et là, on aura la possibilité de voir l'effet de longue durée du neflamapimod par rapport au début de l'étude chez ces 160 patients. Pour s'assurer que les patients soient homogènes au départ, on enrôlera des patients qui ont la maladie des corps de Lévy qui n'ont pas d'élévation des marqueurs de la maladie d'Alzheimer dans cette étude. Donc, la dose sera de 40 mg 3 fois par jour, comme je vous avais dit. L'objectif principal sera la fonction cognitive globale et les objectifs secondaires, ces mêmes batteries de tests dont je vous ai parlé il y a une minute. On ajoutera l'électroencéphalogramme, qui est une mesure d'un biomarqueur au niveau du cerveau, qui est aussi indicatif d'un impact sur la maladie. Donc, comme je vous disais, cette étude a pour but de commencer en 2023 et les résultats seront disponibles en principe à la fin de 2024. Donc, en résumé, ce que l'on fait, nous, chez EIP Pharma avec le neflamapimod dans la maladie des corps de Lévy, on a un traitement oral qui passe la barrière hémato-encéphalique avec un mode d'action pour le traitement spécifique de la maladie sur les neurones qui sont impliqués dans la maladie. On traite la maladie en améliorant les fonctions des neurones cholinergiques du cerveau basal antérieur et l'amélioration de la fonction des neurones pourrait changer vraiment le cours de la progression de la maladie en permettant possiblement aux patients de rester plus longtemps autonomes. C'est ce qu'on espère. Et donc, des résultats positifs dans cette prochaine étude nous permettraient de faire la phase finale d'un développement du médicament, passer en phase 3, avec une étude qui serait comparable en durée et donc on pourrait potentiellement avoir les résultats de cette phase 3 qu'on appelle à la fin de 2026 et procéder à l'AMM ou la commercialisation du produit. Très bien, merci. Alors, il y a des questions. On va malheureusement devoir prendre 3 questions seulement pour essayer de respecter le timing. Merci beaucoup pour cet exposé sur cette molécule que moi je ne connaissais pas. J'étais particulièrement intéressé de voir le mécanisme d'action et l'action privilégiée chez les patients qui n'ont pas une physiopathologie de maladie d'Alzheimer. Il y a d'autres malades qui ont des physiopathologies qui ne ressemblent pas à la maladie à corps de Lévy, qui ressemblent parfois à la maladie d'Alzheimer, mais qui n'ont pas les biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer, qui ont possiblement une atteinte cholinergique aussi. Est-ce que vous pensez que ces patients pourraient bénéficier de ce type de traitement également ?
Alors moi, je pense que oui, c'est-à-dire que je pense qu'on pourrait élargir cette question-là. Alors, il faut savoir que EIP Pharma, alors malheureusement, on les a pas en ligne, hein, Vincent, mais ils avaient déjà testé quand même dans la maladie d'Alzheimer ce médicament et ils n'ont pas obtenu satisfaction. Hein. Je pense que ça, c'est important de le dire. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que sur une phase 2, moi, ce qui m'intéresse, je trouve, c'est l'efficacité cognitive et fonctionnelle, la CDR, qui est quelque chose qu'on utilise habituellement. Mais ce que je trouve encore plus intéressant, finalement, c'est sur un test simple qui s'appelle le TUG, hein, dans le Time Up and Go Test. Hein, donc, elle l'avait très bien dit. Hein, donc, le patient est assis, doit se lever, faire 3 mètres, retourner le plus vite possible, retourner et hop, se rasseoir, d'accord ? Et on calcule le temps que le patient met à ça. Eh bien là, c'est efficace aussi là-dessus. Donc ça veut dire qu'on a une double efficacité, on a une efficacité finalement cognitive et peut-être physico-cognitive, parce que pour faire le TUG, hein, le Time Up and Go Test, il y a aussi une partie cognitive. D'initiation. Hein. Ouais, d'initiation, tout à fait. Est-ce que je peux vous faire demander à la personne ? Bonjour. Bonjour. On m'entend bien. Je voulais revenir sur les traitements non médicamenteux. Donc moi, je suis psychomotricienne en équipe spécialisée Alzheimer et je suis accompagnée de mes collègues qui sont psychomotriciennes et ergothérapeutes en équipe spécialisée neurologique à domicile. Et c'est vrai qu'on en a un peu parlé tout au long de la journée hier en visio, du rôle essentiel aussi des paramédicaux dans la prise en charge des patients atteints de la maladie à corps de Lewy. Notamment les neuropsychologues, les orthophonistes, les kinésithérapeutes. Mais du coup, je voulais revenir un petit peu aussi sur le rôle des ergothérapeutes et des psychomotriciens qui sont à la fois dans les différentes structures de soins, dans les ESA, dans les ESNA, dans les hôpitaux de jour, etc. Mais qu'on peut aussi saisir en libéral. Il y en a de plus en plus qui se spécifient en gériatrie et notamment dans l'accompagnement à domicile. Et du coup, c'est vrai qu'on a feuilleté un petit peu le carnet de l'association qu'on nous a distribué aujourd'hui, qui sont très bien faits, très intéressants. Ça nous a donné plein d'outils pour nos patients. Mais c'est vrai que c'est à notifier de pouvoir sensibiliser aussi les médecins, gériatres, neurologues, psychiatres, qui sont nos prescripteurs et sans lesquels les patients ne peuvent pas nous être orientés, ni nous ne pouvons travailler avec les patients. Alors, ce qu'on sait, ce qui est évidemment dommage, c'est que les ergothérapeutes et les psychomotriciens ne sont pas remboursés malheureusement par la sécurité sociale, mais il y a certaines mutuelles qui commencent à les prendre en charge et on peut les trouver dans différentes structures. Voilà, je voulais juste revenir Très bien, mais c'est sur important ce que point-là. vous nous en parliez. Donc ça veut dire qu'il faut, pour être bien clair, il faut une prescription quand même, et après c'est la mutuelle qui rembourse, c'est ça ? Alors, il y a certaines mutuelles qui commencent à rembourser un petit nombre de séances. Mais après, par exemple, dans certaines associations, il y a, par exemple, des prises en charge, notamment sur certains symptômes moteurs, les groupes chutes, etc., où les ergothérapeutes et les psychomotriciens sont très présents. Et après, pour certains patients qui peuvent se le permettre, ça peut être des séances qui ne sont pas remboursées, mais où on peut faire appel à eux. Merci beaucoup de partager ça, c'est très important. Une dernière question. C'est madame qui avait levé la main. Bonjour. Allez-y. Bonjour, donc je suis coordinatrice d'équipe spécialisée Alzheimer et maladies apparentées. Je vais enfoncer le clou, effectivement. Donc, l'intervention, vous en avez parlé tout à l'heure, des thérapies non médicamenteuses qui ont prouvé leur efficacité. C'est effectivement tout le travail qui va être proposé sur la réhabilitation des actes de la vie quotidienne, en proposant des stratégies de compensation en fait, sur les actes qui sont déficitaires. Et il y a aussi de la recherche dans ce domaine. Et il y a notamment une recherche qui est en cours actuellement. C'est l'étude REPADI pour réhabilitation de la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou apparentée à domicile. Et donc, c'est une mesure d'impact qui, on l'espère, va prouver l'efficacité du travail de réhabilitation à domicile.
Voilà, c'était juste à titre D'accord, d'information. écoutez, merci beaucoup. Alors là, par contre, il faut le préciser, c'est remboursé par la Sécurité sociale à hauteur de 15 actes par an, c'est-à-dire en général à domicile, 3/4 d'heure, 1 heure, ça dépend, et une fois par semaine, normalement, enfin, je vois lever les yeux au ciel, mais ça dépend peut-être du temps de voyage. Et donc, au bout du compte, ça peut être represcrit, y compris avec l'ALD, chaque année. Hein. Donc, les patients en bénéficient énormément et je crois que c'est important de bien insister là-dessus. Merci beaucoup pour ce partage aussi. Oui, alors une autre question. Oui, alors tout à l'heure j'entendais Jean-Luc Legendre. Je suis père d'un enfant qui est schizophrène, qui a 38 ans aujourd'hui, et je commence à accompagner mon épouse qui malheureusement fait peut-être cette maladie. Mon fils, qui a 38 ans, donc a déclenché sa schizophrénie à 23 ans. Et vous parliez tout à l'heure d'erreur, enfin pas d'erreur, mais de mettre 2 traitements en même temps alors que ça ne se pratique pas. Je peux témoigner que mon fils, pendant 5 ans, on lui a changé ses traitements pendant 6 mois, ses traitements antipsychotiques. Et la dernière hospitalisation, c'était avec un vieux psychiatre qui était à l'hôpital Charcot au Clé-sous-Bois, je crois. Non, et il lui a mélangé l'aldol et le largactyle. Et par rapport à tous les autres traitements qu'on lui avait administrés, donc c'était entre 2007 et 2012. Donc ça n'avait pas marché, et là ça a marché. Voilà. Et, alors après 10 années de ce traitement aldol plus largactyle, on lui a supprimé son largactyle parce que le segment QT avait dérivé dans des conditions très graves. Et donc le psychiatre a été mis en demeure d'arrêter le largactyle. Et donc on l'a envoyé au centre expert schizophrénie de Versailles. Et c'est le docteur Urbach qui a donc prescrit la kétapine à la place du largactyle. Et donc il a ce nouveau traitement depuis 1 an. Je peux témoigner que sur le plan de déroulement de son comportement et tout, il y a une amélioration incontestable. Mais donc, ce que je voulais surtout vous dire, c'est, enfin, moi, je suis pas à votre place, hein, moi, j'y connais rien, mais je me rappelle très bien de ce vieux psychiatre qui a dit: je vais vous faire une erreur de prescription. Voilà, je vais vous donner deux antipsychotiques, j'ai pas le droit, mais je le fais quand même. Et ça a marché. Et ça a permis d'attendre encore 10 ans pour avoir lancé des traitements, tout ça qui date de 1950 qu'il avait. Et on lui a donné donc l'année dernière un traitement, donc la kétapine, c'est un traitement de 2005. Donc voilà, et il a rattrapé. Merci beaucoup pour ce partage. Il ne faut pas hésiter à tout mélanger un peu parce que en fait, Alors oui, ça montre que même dans des maladies psychiatriques pour lesquelles les traitements ont été développés, les traitements psychotropes ont tous été développés, validés dans des maladies psychiatriques, et bien même dans ces cas-là, on est obligé de faire de la cuisine, de tâtonner. Alors, a fortiori, malheureusement, pour le traitement des maladies neurodégénératives, dont la maladie à corps de Lévy, qui est particulièrement dans laquelle il y a une sensibilité à ces traitements, et où on utilise les traitements finalement en détournant. C'est des traitements qui ont été développés pour le traitement des maladies psychiatriques, qu'on utilise pour le traitement d'autres maladies dans lesquelles il y a une fragilité chez des personnes plus âgées. Donc, on doit faire face à tout un tas d'effets indésirables, de risques. On doit tâtonner, plus encore si déjà, dans des situations plus classiques, on est obligé de le faire. Et c'est pour ça qu'on en revient au début de cette journée. Il y a beaucoup besoin d'échanger entre spécialistes et de cette complémentarité pour la prise en charge. Très bien, écoutez, merci. On est désolé, on va s'arrêter là parce que sinon la prochaine session me semble... ou alors s'il y a Je voulais juste, en 2 minutes, parce qu'on parlait de traitement, donner une petite lueur d'espoir, parce que mon papa a été diagnostiqué maladie à corps de Lévy il y a 2-3 ans. Il s'est aggravé très très vite, il a 90 ans. Troubles hallucinatoires, auditifs, visuels, impotence fonctionnelle quasiment totale. Enfin, vraiment, ça a été très très vite et de manière très importante. Et quand on a posé le diagnostic, le vieux neurologue, puisque les vieux quand même c'est bien des fois, désolé pour les jeunes, il a fait le diagnostic, il lui a collé un petit patch d'anticholinéstérase, et mon papa, quelques mois après,
marchait comme une personne de 90 ans, il trottine. Il lit le Canard enchaîné tous les jours, enfin toutes les semaines avec force commentaire. Il vient de lire le 2e livre de Céline avec force commentaire et analyse. Et je voulais dire ça parce que je crois qu'il y a aussi des solutions. Enfin, il y a des gens chez qui ça marche. Donc, faut pas. Enfin, je sais bien que c'est une maladie dégénérative où l'optimisme n'est pas souvent de mise parce qu'on sait que l'avenir n'est pas toujours radieux. Mais devant un tableau qui, franchement, je suis médecin aussi, donc je veux dire, j'ai vu mon père se dégrader de manière spectaculaire, vraiment. J'étais extrêmement inquiet et je suis pas d'un naturel inquiet. Je fais de la réa et tout ça. Avant que ça de m'inquiéter, il faut y aller quand même. Hein. Et là, vraiment, je le voyais vraiment pas bien du tout. Je voyais pas comment faire. Et son petit patch dans le dos, ouais. Tous les jours. C'est un anticholinésterase. Honnêtement, je me Oui, c'est le patch de rivastigmine ou Exelon. Voilà, merci beaucoup. Non, je crois que c'est très important. Il y a une ouverture. Il y a des tas de traitements dans le futur. Mais il y a aussi des solutions actuelles qui peuvent aider beaucoup les gens à vivre de manière assez normale. Je trouve que mon père est... Mais vous avez tout à fait raison. C'est ce que je vous ai un petit peu montré quand je disais que les maladies à corps de Lévy pures, quand elles sont bien traitées, je ne pouvais pas, étaient tout à fait stables 5 à 8 ans après, avec évidemment des hauts et des bas. Mais quand on est au tout début de la maladie, même quand on est au fond du trou d'une certaine manière, parce que là c'était très difficile, on peut rattraper les choses. Il arrive parfois par contre que ça ne revienne pas. Mais ça, c'est vraiment important d'avoir ça en tête. C'est ce que je dis depuis le début, c'est au début une maladie très fonctionnelle, donc si on donne des traitements symptomatiques, s'il y a une bonne remédiation cognitive, physique, psychomotricienne, ergothérapique, ESA, je cite tout le monde, eh bien, il y a à ce moment-là un bénéfice certain pour les patients. Merci beaucoup.